Bonjour à tous. Merci d'être présents au troisième numéro de notre programme Pivot Now, l'IA au service des entreprises. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'IA au service de la gestion. Notre expert, notre super chef d'orchestre, Salah, je te... Bonjour à tous. Eh bien, on va rappeler les petites consignes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va couper les micros pour éviter les interférences. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser la main à Salah pour introduire le programme de ce matin et remercier par avance aussi Loïc Vilches, entreprise Citral, qui témoignera. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Magali pour cette introduction. Bienvenue à cette troisième date de rencontre de notre web-série Pivot Now avec le MEDEF. Et je vous rappelle que le site Pivot Now est aujourd'hui ouvert. Alors, il y avait un petit peu de retard sur la création des comptes, mais normalement, tous ceux qui ont demandé des comptes jusqu'à il y a 1 ou 2 semaines, ils ont été créés. Et pour information, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de l'interface? En fait, ce que vous avez déjà, c'est, comme vous le savez, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une parole pour les pairs, les experts et les visionnaires. Et ce que vous avez déjà dans le système, vous avez des interviews. Il y a déjà 3 interviews avec 2 dirigeants et un visionnaire. Alors, je vais vous laisser le temps de voir les vidéos qui sont enregistrées dans un studio avec une bonne qualité. Et vous retrouvez aussi les enregistrements des 2 premiers rendez-vous. Et bien sûr, celui-là, d'ici maximum, je dirais moins, début de semaine prochaine, on aura l'enregistrement aussi qui est ajouté dans le système. Alors ça, c'est pour Pivot Now. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur le site Internet et de vous inscrire, demander votre inscription et donc, dans quelques jours, vous recevez l'invitation pour accéder à l'interface. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois? Est-ce que vous avez la possibilité de nous faire des petits emojis si vous n'avez pas assisté aux 2 premières interventions? OK. Ouais, je vois quelques likes ou quelques messages, OK. Alors juste rapidement, c'est quoi ces rencontres? En fait, c'est une web série développée avec le MEDEF Normandie et il y a une plateforme qui est pivotnow.ai auquel vous pouvez accéder, d'accord? Et c'est en partenariat entre le MEDEF et mon entreprise Puissance AI qui propose des formations et du conseil en intégration d'IA dans les PME, PMI. Voilà. Et notre objectif, c'est de vous donner des clés pour découvrir ce qui est possible, pour expérimenter ensemble et pour que vous, en tant que dirigeant, vous puissiez décider de prendre ce pivot, ce virage de l'IA parce que nous avons la conviction et la croyance avec l'équipe du MEDEF que c'est une urgence pour les entreprises, surtout françaises, surtout européennes, dans ce qui se passe aujourd'hui. Plus on prend le virage plus tôt, mieux c'est pour notre économie. Alors, plusieurs dates, 2 sont déjà passées, nous sommes dans la troisième, et je vous invite, si vous le souhaitez, à garder les autres dates. L'équipe du MEDEF vous envoie les invitations pour accéder aux autres dates. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons prévu pour vous? Nous avons prévu 4 temps. Il y a un temps de partage d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé de notable depuis notre dernière rencontre? Il y a 2 temps, un temps d'expertise et un temps de témoignage. Et une petite sucrerie pour la route, un outil, lumière sur un outil qui nous semble pertinent pour vous. Voilà, c'est le moment Surprise Me. Euh, je dirais le thème ou l'énergie ou la coloration de cette rencontre est autour de la gestion et bien sûr l'IA, mais l'IA en tant que fluidifiant et pas que unique levier, parce que on n'oublie pas que l'IA est une technologie dans le numérique. D'accord? Et si on a des outils numériques qui nous aident dans la gestion, ben, on ne va pas se priver et on va rajouter la dimension IA. Voilà. Bon. Et on va voir ensemble les champs des possibles. Et ça tombe bien parce que alors, moi, c'est moi
qui intervient sur cette partie-là. Et ça tombe bien parce que l'invité du jour, Loïc Velchez, j'espère qu'il est là. Je ne sais pas si Magali, tu l'as vu dans Oui, la liste. Ah, super, très bien. Eh ben, il va se présenter et c'est quelqu'un qui a intégré le numérique et l'IA dans une logique de faciliter sa gestion pour lui et ses équipes. Juste rapidement, et il va se présenter, juste pour vous dire que c'est quelqu'un qui est dans l'industrie, c'est le dirigeant de l'entreprise Citral et de l'industrie un petit peu lourde, pas, voilà, c'est dans la tuyauterie, la chaudronnerie, la mécanique, les charpentes métalliques, qui est une belle innovation de l'entreprise Citral, des grands clients, vraiment des très grands clients à l'international. Voilà. Bon, on n'est pas juste dans du service et qui va utiliser voilà, la comptabilité ou autre, ou des choses qui sont faciles à digitaliser. On parle d'activités qui sont relativement, voilà, c'est de l'industrie, de l'industrie. Alors, rapidement, là, on commence par la première séquence. La première séquence, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière fois et aujourd'hui? Eh ben, dans l'univers de l'IA, ben, il y a énormément de très grandes avancées, notamment l'une qui nous a encore surpris, nous, les gens qui suivent un petit peu cette actualité de l'intelligence artificielle, c'est l'arrivée je dirais, d'un deuxième temps fort chez les Chinois, c'est Manus. D'accord? Manus, c'est quoi? Manus, ce n'est pas qu'une IA, c'est un agent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère de l'IA agentique. L'IA agentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne une tâche à l'IA et l'IA va prendre du temps. Elle va prendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Elle va compiler des ressources, elle va copier-coller des fichiers, elle va analyser et elle va nous donner un résultat, mais en agissant dans le monde réel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas comme juste une IA générative basique qui va juste être mon assistant personnel. D'accord? Elle va me donner des informations à moi et moi, c'est moi qui est responsable de faire des actions. Eh ben, c'est une IA qui fait à la fois la recherche d'informations, mais à la fois des actions dans le monde réel, en allant sur des sites, même en réservant des billets, ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont l'appelé Manus, c'est que c'est la main, dans l'idée de dire relier la pensée et l'action de la main. Voilà. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore ouvert parce qu'ils ont énormément de demandes. Il y a une liste d'attente. Il faut laisser son adresse mail et ils diffusent les liens petit à petit. Ça, c'est Manus. Alors, il faut savoir que l'équivalent chez OpenAI, ça vaut 200 dollars par mois. C'est Operator. Et aussi, OpenAI, ils nous ont annoncé qu'ils vont lancer des agents entraînés, un agent commercial entraîné, un chercheur entraîné, et on parle d'abonnements entre 1000 et 20 000 dollars par mois. C'est ça ce qu'ils ont annoncé. Euh, J'attire votre attention à travers cette actualité que il y a l'arrivée des agents au-delà des assistants. Et on en a parlé la fois dernière sur même, c'est le début de la robotique grand public, pas juste la robotique industrielle. Et je vous invite vivement à revoir ou à voir la deuxième rencontre qui parle aussi de cet aspect de l'IA agentique ou des robots. Alors ça, première nouvelle, et qui confirme le fait qu'aujourd'hui, il y a deux polarités dans le monde, les États-Unis, la Chine, et c'est sérieux. D'ailleurs, pour la petite histoire, en Chine, pour les quelques salariés de DeepSeek, on leur a demandé leur passeport pour ne pas sortir du pays. Autre outil qui existait déjà, mais qui est vraiment bluffant avec une nouvelle fonctionnalité, c'est un outil de Google. Il est gratuit pour le moment, vous pouvez le tester. C'est ai.studio.google.com. Ils ont rajouté un nouveau modèle. Alors, est-ce que c'est ici? Voilà. Ici, vous avez les modèles, et là, c'est le dernier modèle qu'ils ont rajouté. Et ce modèle, comme un Photoshop. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez charger une photo et lui demander quelque chose. Par exemple, j'ai chargé la photo de Loïc et je lui ai dit, rajoute des lunettes au monsieur, il a rajouté les lunettes.
Voilà. Et vous pouvez lui dire, enlève le fond, rajoute ceci, enlève cela. En fait, c'est comme si on chattait avec Photoshop. Ça veut dire quoi? Que si je mets ma photo, il peut me rajeunir de 15 ans? Entre autres, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Dans une autre galaxie aussi, oui, oui, dans un monde parallèle, avec des extraterrestres, oui. Alors ça, je vous invite vivement à tester. Là, on commence à voir de façon grand public l'arrivée de la partie multimédia. Multimédia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste le texte, mais maintenant on voit des photos, des vidéos et le truc est génialissime. Là aussi, c'est bluffant. C'est Sésame. C'est sorti il y a quelques semaines. Et Sésame.com, c'est quoi? C'est une start-up qui a développé une IA, mais qui parle, vous êtes incapable de savoir que c'est une machine. Vous discutez avec elle. Alors pour le moment, c'est juste en anglais. Vous pouvez cliquer et tester. C'est juste bluffant de réalisme. Euh, et on a l'impression de parler vraiment à un être humain parce qu'il y a de l'émotion, il y a on entend la respiration. Vraiment, c'est bluffant de similarité avec les êtres humains. Il faut savoir que OpenAI, juste hier, ils ont sorti aussi leur modèle qui simule la voix humaine. Ça s'appelle OpenAI.fm et on peut l'intégrer dans des API. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que demain, je peux avoir un aspirateur qui me parle, mais avec une voix naturelle et humaine, une télé, je parle. Voilà. Bon, sachez que je vais répéter, et je l'ai fait la fois dernière et je vais le refaire aujourd'hui, c'est que la voix, le fait de l'utilisation de la voix comme étant interface, ce n'est plus la souris, ce n'est plus le clavier, ce n'est plus l'écran, c'est juste la voix. Et ben ça, c'est la chose la plus naturelle chez l'être humain. Et le fait de commencer à l'utiliser, ça augmente notre productivité pour plusieurs raisons, parce que c'est naturel, on ne fait pas d'efforts, et on peut être en temps masqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, eh ben, je suis en voiture, je suis en train de marcher, eh ben, je peux parler avec l'IA pour me préparer des choses. Je ne peux pas tout faire parce que parfois il faut, je dirais, analyser ou réfléchir et tout, mais sachez que l'arrivée de la voix comme input et output, c'est un gisement de productivité qui est extraordinaire et vous allez voir que pas mal d'IA, pas mal de solutions vont commencer à intégrer cette interface qui est l'interface de la voix. Voilà. Alors, rapidement, juste, je vous rappelle, quatre informations. Manus, l'IA agentique. Gemini 2, images, ça nous montre les multimédias au-delà du texte. Et Sésame, OpenAI.fm, c'est des signaux pour nous dire que la voix est en train d'arriver. Et si vous parlez à Sésame, c'est exactement le même état d'esprit que le film Her. C'est déjà là. C'est pas de la science-fiction. Avant, moi, je disais que Jarvis de Iron Man, bah, on l'avait dans notre poche parce que je peux parler à ChatGPT, il peut me répondre et voilà, avec le mode vocal avancé. Et ben là, on a le film Bien Her changé, qui, plus. Il ne s'agit pas de changer, il s'agit de comprendre. Merci de Et couper peut-être un votre truc qui s'est changé. micro. C'est la voix, c'est pas une voix IA. On identifie là. voilà, ok. Euh, pour l'introduction, les Chinois attaquent toujours en force le multimédia, l'intérêt pour la voix comme interface. Voilà. Bon. Et je ferme la partie, le temps actualité. Et maintenant, on rentre dans, je dirais, la masterclass, le temps de l'expertise autour de l'IA et la gestion. Alors, je ne vais pas vous donner tout de suite des logiciels. C'est pas le but. Mon but, c'est de vous éclairer et de vous donner une vision et une méthodologie. Et après, on regarde comment les logiciels rentrent dans cette méthodologie. Alors, quand on parle de la gestion, bah, on parle de quoi? Bah, on parle bien sûr de la gestion en entreprise. Et pour ça, bah, je vous ai préparé une modélisation de l'entreprise. Bah, moi, je vais vous dire, bah, écoutez, peu importe l'entreprise, nous sommes normalement une centaine d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont connectés aujourd'hui ou qui sont inscrits aujourd'hui. Je vous invite à me challenger si ce n'est pas le cas. Bah, toutes les entreprises du monde, sans aucune exception, y compris les centaines qui sont dans la réunion, eh ben, vous avez une offre. Il n'y a pas d'existence d'une entreprise s'il n'y a pas une offre. Même les associations, première dans les statuts, première clause, quelle est la raison sociale, quelle est la raison d'exister d'une entreprise, c'est quelle est mon offre.
Qu'est-ce que j'apporte au marché? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez vos statuts. Première chose, c'est je fais de la location de voitures, je fais de la chaudronnerie, qu'est-ce que je fais? Bon, jusque-là, rien de nouveau. Toutes les entreprises au monde, y compris celles qui n'ont pas sorti un produit, d'accord, celles qui font de la R&D, ben, leur offre, c'est la promesse de trouver un vaccin, de la promesse de trouver une offre. Voilà, le MEDEF a une offre, même comme on a dit, les associations ont des offres. Ça, toute entreprise, ou plutôt personne morale au monde a une offre. Du moment qu'on dit qu'elle a une offre de façon consubstantielle, cette offre-là doit être produite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous me dites, écoute, peu importe l'offre, que je la vende ou je ne la vende pas, je dois la produire. Et pour la produire, il me faut trois choses. Man, machine, materials. J'ai besoin de ressources humaines, j'ai besoin de machines qui sont approvisionnables ou amortissables, parce que je les consomme sur la durée, et j'ai besoin de consommables qui se consomment dans l'année, dans l'exercice comptable. D'accord. Tout ce qu'on produit, d'ailleurs, Peter Drucker, qui est un des patrons ou un des papes de la gestion, nous disait, dans la gestion, il n'y a que cinq choses. Man, machine, materials, money and time. On ne gère que les ressources humaines, tout ce qui est machine, tout ce qui est consommable, logistique, ainsi de suite. Et on rajoute deux autres dimensions. Je gère la trésorerie, je gère l'argent. D'accord. Parce que la trésorerie, ce n'est pas le chiffre d'affaires et c'est pas l'EBITDA et ce n'est pas la marge. La trésorerie, c'est un concept, c'est la vitalité ou le sang de l'entreprise pour la maintenir en vie. Et je gère le temps. D'accord. Si j'enlève l'argent et le temps sur lesquels je n'ai pas d'emprise, moi, en tant que dirigeant, tout ce que je fais, gestion des ressources humaines, gestion de tout ce qui est machine, gestion de tout ce qui est consommable. La production n'est que ça, n'est que un mélange, chacun a sa secret sauce. Parmi toutes les entreprises qu'il y a ici et dans le monde, chacun mélange à sa manière une combinaison des trois et pouf, ça nous donne l'offre. Alors, vous allez me dire, produire c'est bien, mais vendre c'est mieux. Et là, on a toute la dimension, toutes les fonctions liées à la relation client. Vous avez le marketing, la communication, le commercial, le service après-vente, la DV, l'administration des ventes, tout ce qui est en interface avec le client. D'accord. Si la finalité de la production, c'est de produire les meilleures offres avec le minimum de ressources, leur finalité ou leur contrainte, c'est d'optimiser les ressources. La contrainte des gens qui sont dans la relation client, en interface avec le client, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est basique. Nombre de clients fois le panier moyen fois la récurrence d'achat. Je vais augmenter mon chiffre d'affaires, je fais plus de com pour toucher plus de monde. J'équipe plus mon client au lieu qu'ils achètent un truc, il achète deux ou trois. Cross-selling, d'accord, upselling, cross-selling. Et la récurrence d'achat, ben, je rentre dans éventuellement, idéalement, le Graal, c'est l'abonnement. Demandez aux experts comptables, demandez aux assureurs, demandez aux gens qui font de l'entretien de chaudière, demandez aux syndics. Toute personne qui a un abonnement, qui a son chiffre d'affaires le 1er janvier de l'année, eh ben, il est heureux parce qu'il peut se projeter librement et sa boîte est un multiple du chiffre d'affaires, ce n'est pas un multiple de l'EBITDA. Ce n'est pas un multiple de l'EBE. On valorise une entreprise qui a l'abonnement, on la valorise à un multiple du chiffre d'affaires. Voilà. Relation client-production. Vous allez me dire, bah, écoute, ça, ce sont les deux fonctions. Oui, on en a besoin, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires, c'est intéressant. La production et les coûts et l'optimisation des coûts, c'est intéressant. Mais en fait, un dirigeant, ce qui l'intéresse, c'est la marge. D'accord? Et ça, c'est qui s'occupe de la marge? Bah, le pilotage de la marge, c'est tout ce qui est contrôle de gestion, comptabilité, tout ce qui est direction administrative financière. D'accord. Tout ce qui permet au business, les fonctions support qui permettent au business de fonctionner avec aussi un dirigeant. Normalement, toutes ces fonctions-là sont là pour fluidifier le travail de la partie commerciale et de la partie production et de donner au codir et de donner au manager un cockpit de pilotage pour dire est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, est-ce que je recrute 3 personnes ou 5 personnes, ou éventuellement je dois réorganiser mon entreprise. On fait toutes les fonctions. Même la personne, l'assistant comptable qui ne fait que rentrer les notes de frais, il est au service du pilotage de l'entreprise. Là aussi, vous allez me dire, bah, normalement, si j'ai une bonne relation client, j'ai une bonne production et j'ai un bon pilotage, eh ben, c'est fini. Ben non. Là, ce n'est que aujourd'hui. C'est-à-dire que si ces trois choses fonctionnent bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais bien. Vous me dites ça là, est-ce que ton business va bien? Je dis oui, aujourd'hui, c'est bien. Mais
Mais je vis dans un monde dans lequel il y a à la fois des Américains et des Chinois et des confrères, pour les appeler gentiment, pour ne pas le dire que c'est des camps de frères. Eh ben, on a des confrères, on a des concurrents. Eh ben, je suis condamné pour maintenir la relation avec mes clients de faire de la R&D et de l'innovation. Ça, c'est pour préparer demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire production, relation client, pilotage, c'est la marge d'aujourd'hui. R&D, c'est le chiffre d'affaires de demain. Eh bien, toutes les entreprises du monde ont cette rosace. Et si je fais de la gestion, je ne peux faire de la gestion que dans ces quatre fonctions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes, no. Est-ce que j'enfonce des portes ouvertes ou c'est éclairant pour savoir un petit peu les quatre domaines? Super, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de zoomer. On va zoomer sur une des activités, peu importe l'activité, que ce soit relation client, que ce soit R&D, peu importe. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'une activité? Eh bien, on trouve trois choses. On trouve des gens, des personnes, des processus et des produits de l'activité. C'est-à-dire que la comptabilité, son produit, c'est de nous donner le bilan et les comptes intermédiaires de gestion. Le produit du commercial, c'est de ramener la coupe à la maison, c'est de ramener une signature. D'accord. Le produit de la production, c'est des produits ou des services de très bonne qualité, sans défaut, ainsi de suite. Ce qui fait que toutes les activités ne sont composées que de trois choses: des personnes, des ressources humaines, des processus qui utilisent, comme on a dit, les machines et les consommables, et un output, qu'est-ce qui sort du process ou de l'activité. Et une activité, c'est un ensemble de workflows. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'activité commerciale, il y a le workflow de prospection, il y a le workflow du chiffrage, il y a le workflow de la fidélisation, il y a le workflow de la DV, il y a le workflow du SAV. Et un workflow, c'est très simple, c'est un processus. Voilà, c'est des personnes avec des processus et des produits. Si on rajoute les gens, voilà, et ben voilà, il y a des gens qui vont faire des tâches et qui vont donner aux autres personnes derrière qui vont suivre le process. Et il y a des gens qui vont utiliser des machines ça va augmenter leur productivité et qui vont piloter ces machines. Ces machines, ça pourrait être aussi des logiciels, ça pourrait être du hardware ou du software, mais c'est des machines ou des voitures ou peu importe. C'est des choses qui vont augmenter la productivité d'une personne au lieu de la faire avec ses mains. Et pour donner un produit. Voilà. Ça, c'est un workflow. Jusque-là, vous me suivez? Rien de nouveau? Eh bien, si vous voulez bien, c'est ici où on commence à parler de la digitalisation et de l'IA. Ce qui a changé entre le monde industriel d'hier et le monde d'aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'IA générative grand public. Il faut savoir que l'IA générative, ça existait depuis énormément d'années, mais le bouleversement qui s'est passé en novembre 2022, ce n'est pas l'arrivée d'une nouvelle IA, c'est la démocratisation de l'IA. C'est ça la vraie révolution. Chaque salarié aujourd'hui peut être soutenu dans la réalisation de ses tâches, que ce soit la rédaction d'emails, je dirais la rédaction de comptes rendus, la rédaction de l'analyse de documents. Et ben, tout ce qui est IA générative nous aide à accélérer et donner de la puissance à des collaborateurs. L'arrivée de l'automatisation aussi. Tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, dans laquelle on faisait des copier-coller. Je fais un copier-coller entre un logiciel et Excel, et entre Excel et un autre logiciel. J'envoie les fichiers Excel. Tout ce qui est copier-coller, bah, aujourd'hui, il y a des outils d'automatisation. L'idée, c'est quoi? En tant que dirigeant, gardez ça en tête. C'est une aberration monumentale de dire j'ai une donnée numérique, mon fournisseur m'envoie des données numériques, je les imprime et je les saisis dans un autre outil numérique. Dès qu'une information est numérisée, stop, point à la ligne. C'est bon. Il ne doit plus y avoir de rupture de charge. C'est-à-dire que normalement, si j'ai des salariés qui sont dans des chantiers, OK, ils vont noter des choses, mais mon objectif, c'est que le plus vite je fais rentrer dans le numérique, en 0 et 1, le mieux c'est. Et dès qu'une information est digitalisée, sachez que si vous passez au monde physique pour revenir au monde numérique, ça vous coûte de l'argent et du temps. Et plus d'erreurs, il y a le potentiel d'avoir des erreurs. En tant que dirigeant, gardez cette règle en tête. Dès qu'une information est numérisée, peu importe où, dans un fichier Excel, bah, stop, point à la ligne, je ne dois pas la ressaisir. Mettez ça comme étant un axiome de base, quasi une religion. Pour vous, c'est une hémorragie dans votre marge de dire j'ai une donnée numérique qui devient physique, qui devient après numérique. Parce que ça a un coût
de temps, d'énergie et un risque d'erreur. Et aussi, troisième point qui est très important, c'est l'arrivée des outils BI qui nous facilitent la supervision, le contrôle et le pilotage pour les managers. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'IA générative, on a les outils d'automatisation et on a les outils de pilotage et de contrôle. Et bien ça devient quoi? Et bien, si je mets un humain et une IA générative, ben, c'est un l'IA assistant, ben, j'augmente la productivité de mes bonhommes. Et dans certaines tâches où l'être humain ne faisait pas une tâche qui était très valorisante ou très compliquée, d'accord? Moi, je dis, il y a des gens qui disent l'IA ne va pas remplacer les êtres humains, c'est les humains qui utilisent l'IA qui vont remplacer les humains qui n'utilisent pas l'IA. Moi, je dis non, l'IA va remplacer les êtres humains qui sont devenus des IA. Si un humain ne fait que, Que là je aussi, regarde. règle de base, un être humain qui ne fait que travailler avec un ordinateur, d'accord, et qui ne fait que respecter des règles, et il ne parle pas des êtres humains en dehors de son organisation. Il ne parle que à ses collaborateurs, d'accord, mais il n'est que sur son ordinateur et il ne fait que exécuter des règles. Eh ben, c'est un être humain qui est devenu une IA. L'IA va le remplacer. Pourquoi? Parce qu'il respecte des règles et l'IA sait très bien respecter des règles. Ou les logiciels savent très bien respecter des règles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici par rapport au modèle d'avant? Eh bien, j'ai dit, ben voilà, les êtres humains, on les a augmentés. Certains êtres humains, eh ben, on va les former. Voilà, vous allez les placer dans d'autres départements, mais on va fluidifier le processus pour augmenter la productivité du processus et la rapidité du processus, dans le sens où notre manager qui est là, ben, il est lui-même augmenté. Il a un tableau de bord qui lui permet de trouver rapidement les infos et d'agir rapidement. Et ben là, ça fluidifie le processus. Et si on dit IA et gestion, ben c'est ça. L'IA et la gestion, c'est avoir un monde dans lequel, eh ben, avant, j'avais plein de tâches manuelles et là, j'ai des super humains, des super men et des super women parce qu'ils sont équipés par leur Jarvis, leur IA personnel qui les aide à être plus productifs, à traiter les emails plus vite, ainsi de suite, à faire les comptes rendus plus vite. Et certaines tâches qui nécessitaient une intervention humaine, genre copier-coller depuis le Excel vers un machin imprimé, validé avec un tel, ben ça, l'IA le fait très bien. Ben ça, c'est les mini-processus autonomes qu'on peut appeler des agents. Et le fait d'équiper les managers par des tableaux de bord, ça leur permet de ne pas appeler. Alors, Géraldine, tu peux m'envoyer, s'il te plaît, les chiffres sur la semaine dernière parce que je ne les ai pas encore? Non, il ne le demande à personne. Les données remontent automatiquement. Il a un tableau de bord, il y a rouge, vert, il agit, il n'agit pas. Voilà. Et bien ça, c'est le monde idéal d'un chef d'entreprise qui est devenu une réalité. Et d'ailleurs, Loïc va nous en parler de ce qu'il fait dans ce monde-là. Alors, la clé de tout ça, c'est quoi? La clé de cette optimisation, c'est que tout ce qui est discussion téléphonique ou discussion orale ou les emails, parce que les emails, c'est pas de l'automatisation. Les emails nécessitent des gens pour les écrire et des gens pour les lire. Alors que, et des documents écrits, papier, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de dire, j'ai un logiciel métier, c'est ce qui s'appelle un progiciel, on n'a rien inventé, ça existe, les ERP, les CRM, les WMS et tout ça, c'est ce qu'on appelle des progiciels. Mais au fond, les progiciels, c'est quoi? Les progiciels, c'est des formulaires pour capturer les données, des tables et des rapports. Voilà, ça, c'est les progiciels. Si on simplifie au maximum, c'est mon rôle avec vous, c'est de ne pas vous dire, ah bah, il y a ce... Non, simplifier au maximum. Une entreprise n'est que quatre fonctions. Un process n'est que trois ingrédients. L'automatisation n'est que ou le fait d'augmenter la productivité n'est que un, des gens avec des assistants, deux, des agents à la place de certaines personnes qui font des tâches à faible valeur ajoutée, et du tableau de bord et du pilotage. Voilà, ben ça c'est la gestion optimisée. Et le fond de l'histoire, c'est d'avoir des logiciels avec des tables. Pourquoi les tables? Parce que si les données sont structurées, ce que je rappelle, un email, c'est une information non structurée. Elle est certes numérique, mais elle n'est pas structurée. Je ne peux pas enclencher des actions automatiquement. Si j'ai une information que le client a payée, ben, je ne vais plus lui envoyer une relance. Si j'ai dans une table le numéro de la facture, la date de la facture, et j'ai dans une colonne la banque qui me dit payé, pas payé,
et j'ai une fonction qui dit si la date est supérieure à 3 jours, envoyez une relance. Là, je peux automatiser, il n'y a pas de besoin d'intervention humaine. D'où l'importance, table de loi, table de numérique. Du moment que les informations sont structurées dans tes tables, voilà, eh ben, je peux automatiser. C'est l'essence, c'est la base. Maintenant, comme je vous ai dit, ça, c'est la clé. Maintenant, la question que vous pouvez me poser en tant que dirigeant, c'est oui, très bien, j'ai compris. Comment maintenant renseigner des informations et du savoir de l'entreprise dans des tables? Table étant information structurée et actionnable. Structurée pourquoi? Parce que les enregistrements sont exploitables et riches. Riches dans le sens ils sont multiples. J'ai une information qui vient du système de facturation et j'ai une information qui vient de la banque. Et j'ai une cellule qui se calcule automatiquement pour dire j'envoie ou je n'envoie pas une relance. Et bien ça, c'est un enregistrement, c'est une ligne, un log, un enregistrement exploitable et riche, parce que ça vient de plusieurs endroits, et actionnable, parce que ça permet d'automatiser des actions entre des tables. C'est ça le fond de l'histoire pour un dirigeant. Comment je peux, toutes les informations de mon entreprise qui sont dans la tête des gens, qui sont dans des emails, qui sont dans des documents Word, Excel, PowerPoint, PDF, dans le C commun ou je ne sais pas où, bah, comment ça, tout ça rentre dans des tables? Parce que si j'ai des tables, bah, j'ai de l'information et du savoir qui est structuré et actionnable. Est-ce que jusque-là, ça c'est la question fondamentale à laquelle je vais répondre maintenant avec les outils. Est-ce que vous validez ça ou vous me dites non, non, ça là, tu as oublié quelque chose dans la gestion? Parce que là, je vous ai fait 1 an et demi de master en gestion en 15 minutes. Des petits pouces à l'envers si c'est pas si c'est pas compris Ou s'il y a besoin de clarifier un ou point. s'il y a besoin de clarifier. Et si vous êtes Peut-être, ok, avançant sur le logiciel, mais allez-y. euh, une petite illustration qui me vient en tête, ça là, pour voir si c'est bien Oui, clair. On pourrait très bien oui. imaginer, je pense à des métiers où, par exemple, le service du nettoyage. Imaginons qu'un agent n'ait plus de produits. Il pourrait être, s'il est équipé d'un outil, d'une tablette ou même d'un téléphone avec une IA vocale, il pourrait très bien dire, voilà, il me manque 5 litres de produits détergents, je ne sais quoi. Ça pourrait être lié à une table Alors, de l'idée, c'est gestion. quoi? L'idée, c'est très bien. C'est ce que, d'ailleurs, si c'est la question, c'est ce que nous allons voir par la suite. C'est le fait de dire, avant l'arrivée de l'IA, si l'opérateur il a un PDA, il a un petit dispositif comme un petit écran ou même un smartphone avec une application qui dit il y a l'informatique de l'entreprise a pensé à un petit intranet dans lequel il y a déclaration d'incidents. Alors, soit on a des incidents qui sont génériques, soit on a des incidents qui sont connus, manque de détergent. Il y a un bouton manque de détergent, paf. Alors, les gens qui développent bien, ils vont dire, OK, bah, au moment où il me dit manque de détergent, je sais déjà qui il est. C'est-à-dire, je ne vais pas lui demander, tu es qui? Il ne va pas remplir un formulaire Google Form. J'ai déjà son nom, j'ai déjà l'heure et le lieu, la position GPS, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Du moment que j'ai la position GPS, je peux associer la position GPS à l'entreprise. Je ne vais pas lui demander dans quelle entreprise il manque un détergent. Je ne vais pas lui demander dans quelle équipe tu es parce que moi, je connais le plan les 4x8 ou 3x8 ou je ne sais pas quoi. J'ai l'heure, j'ai le lieu, j'ai la personne. Il me dit juste détergent manquant. Moi, ça rentre dans une table, ça enclenche la commande, la logistique, la livraison, le machin, le bidule. D'accord? Et c'est pour ça que je parle de données enregistrement riches parce que je peux enrichir juste. Le mec, il a juste cliqué détergent manquant. Et ben moi, dans la table, j'ai le lieu, la date, la personne, l'entreprise, et je peux même dire à la fin du mois, moi je suis le manager, à combien de fois j'ai eu un incident manque de détergent, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe d'approvisionner ne fait pas bien son job, je vais l'appeler pour lui dire, s'il te plaît, tu fais attention parce que là, il y a eu les équipes à 10 reprises ce mois, juste avec un bouton manque de détergent. Et bien ça, parce que c'est dans des bases, dans des tables. J'ai un autre exemple, ça là. Imaginons donc un ouvrier issu du bâtiment. Il fait un métrage pour établir un devis après.
Imaginons qu'il le fasse sur une tablette avec un stylet ou même, pourquoi pas, vocal. Si c'est relié à une tablette avec des prix au linéaire, je ne sais quoi, ça veut dire que potentiellement, le devis pourrait, il pourrait y avoir une proposition de devis. Exactement, bien sûr, bien sûr. Et moi, là, ce que tu me dis, moi, je l'ai fait avec des entreprises il y a 5 ans, il y a 6 ans. Avec les logiciels que je vais vous montrer, c'est juste un formulaire, mais derrière le formulaire, il y a une mécanique. Ça suppose donc deux choses. Ça veut dire que, un, voilà, on n'est plus sur de l'IA, comment dire, grand public, mais ça suppose que l'entreprise se pose la question où est-ce qu'elle peut automatiser et aider ses collaborateurs à évacuer ces tâches parfois un petit peu fastidieuses, et donc d'adapter une IA qui soit propre à son système, d'une Alors, part. non, 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 Non? Ok. excuse-moi, non, c'est pas ça ce que je dirais. Alors, je comprends ce que tu dis et c'est vrai. C'est-à-dire que ce que tu dis est vrai en termes de quand je vais le voir de l'extérieur. Mais moi, j'aimerais bien attirer l'œil aiguisé des dirigeants qui sont avec nous pour dire, je vois les choses de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas du top-down, c'est-à-dire, ben, nous allons faire une IA qui fait le métrage automatiquement. C'est pas ça ce que je veux que les gens gardent, parce que ça voudrait dire qu'ils doivent investir 200 000 euros et 6 mois et plusieurs ingénieurs et machin. Je ne veux pas de ça. Je veux du bottom-up. C'est-à-dire, je veux que les dirigeants se disent, attends, attends, attends. En tout et pour tout, j'ai combien de process? J'en ai 4. OK. Dans chaque process, c'est très simple. Il y a juste des hommes, des process et, pardon, dans chaque workflow, c'est quoi? C'est des gens, des process et c'est ce que je vous ai mis ici. Un produit. Et un output que Ah oui. j'attends du truc. OK. Et ben, je découpe le truc en petits morceaux, d'accord? Parce que rappelez-vous, comment manger un éléphant? Comment manger un éléphant? Une cuillère à la fois, bien sûr. D'accord? Et ben, l'idée, c'est que j'aimerais bien que les dirigeants qui sont ici découpent leur processus en petits bouts et après, ils se disent, OK, bah ça, est-ce que je peux utiliser une IA sur le marché? Pour ça, est-ce que je peux utiliser un outil? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons voir comment fabriquer des formulaires, où est-ce qu'on trouve des tables, comment on peut fabriquer des rapports. Et d'ailleurs, c'est la logique que Loïc va nous présenter. C'est en fait, il y a soit le choix du monolithe, qu'on appelle le monolithe, c'est-à-dire la solution globale qui est bien, qui est née si par exemple le dirigeant il dit bah moi mon job c'est pas l'informatique, je ne veux pas mettre le doigt dans ça, je veux une solution qui me fait tout. Et s'il a son bonheur avec ça, tant mieux, good luck. D'accord? Et il y a l'autre vision qui commence à se dessiner parce que le monde a changé entre-temps et parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels d'automatisation. On est capable d'acheter des pièces du puzzle et de les associer telles que nous, on en a besoin. Et ce que j'essaie de vous dire, on rajoute la couche IA. On ne commence pas par l'IA. L'IA, on s'en fout de l'IA. Ce qui m'intéresse, c'est mon process, c'est ma gestion. Je dois d'abord, je prends ce que j'ai dit à Loïc, on a échangé dernièrement sur ces projets. Eh ben, je dis, écoute, prends une feuille blanche, prends un crayon et dessine le process. Et après, on verra quel logiciel on va utiliser. Commence pas par le logiciel, commence par le process. Et au fond, je sais que dans ma tête, ce ne sont que des formulaires, des tables et des rapports. Au fond, ce n'est que ça. SAP, Salesforce, tous les logiciels, tout ce qu'on appelle les logiciels professionnels du monde, ne sont que des formulaires, des tables et des rapports. Bien sûr, il y a une mécanique derrière, je ne suis pas en train de l'amoindrir, mais je dis les ingrédients de base, c'est des formulaires pour capturer des informations, des tables qui structurent l'information et l'exploitation des données qu'il y a dans ces tables-là. Ça vous va? Ok, super. Alors maintenant, la grande question à laquelle je me propose de répondre, c'est comment renseigner les informations et du savoir dans des tables, à savoir des informations structurées et actionnables. Structurées parce que exploitables et riches, actionnables, pourquoi? Parce que il y a de l'automatisation possible derrière. Alors comment? Bah, voilà, le dessin de base, c'est quoi? C'est que dans le monde d'avant, qu'est-ce qu'on avait? Alors, c'est rien de nouveau, hein, c'est des progiciels depuis les années 80. J'ai une souris et un ordinateur, j'ai un formulaire, j'ai une base de données et j'ai des rapports et des actions. Ça, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui vient avec l'IA générative, c'est quoi? C'est le fait de dire, eh ben, la souris, je vais la remplacer, la souris et l'ordinateur, dans certains cas, ou une partie du travail, parce que je peux dire, je peux commencer un formulaire avec la voix, l'IA me génère, un peu comme dans les impôts,
le formulaire pré-rempli mais non validé, et l'être humain, quand il rentre le gars qui est dans le chantier, qui est avec un prospect, il fait le chiffrage, il discute, il rentre dans sa voiture, il dit salut, bah, écoute, j'ai discuté avec Bernard, il veut ceci, il veut cela. L'IA va déduire des choses, elle lui pré-remplit le formulaire, il rentre au travail, il trouve son formulaire pré-rempli, il le valide et il a gagné du temps. On lui a fait gagner 1 heure, 2 heures, voilà, et c'est tant mieux pour lui et pour l'entreprise. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que initialement, nous avons besoin de ça. On ne le change pas. Ça, c'est le socle. C'est pour ça que je te disais, nous n'allons pas développer une IA, nous allons rajouter une couche IA, mais à quelque chose de structuré et connu et stable depuis les années 80. D'accord? OK, voilà. Et on va y rajouter le fait d'enlever les copier-coller. Bah, c'est l'automatisation à travers des outils d'API. Les API, c'est quoi? C'est des programmes qui copient-collent les données d'un système à l'autre, sans intervention humaine, sans rupture de charge. Eh bien, tu es dirigeant, ton système d'information doit ressembler à ça. Tu as de la voix idéalement pour l'entrée de l'information. Tu as des API, du moment que l'information est numérisée, elle est codée en 0 et 1, il ne faut plus la sortir du monde numérique, elle est dans le monde numérique, et elle se balade entre les systèmes, mon système, le système du fournisseur, le système du client, le système de la banque, ça se balade avec des API et pas avec des copier-coller d'êtres humains. Ça, c'est le Graal. Ça vous va? C'est OK pour vous? C'est très clair. J'espère. Voilà. N'hésitez Alors maintenant, pas à le dire, en tout cas dans le fil de conversation. sur le chat, comme ça, on Mm. les traite à la fin. Et vous allez voir qu'avec les logiciels, avec le témoignage de Loïc, il y aura énormément de questions qui vont être traitées. Alors, les outils. Maintenant, prenons les outils. Je vous rappelle le dessin et moi, je vais zoomer étape par étape et commençons d'abord par la chose qui est obligatoire, ce sont les formulaires. D'accord? Il commence à y avoir aujourd'hui sur le marché des logiciels agnostiques par rapport à ce que vous faites et il vous structure la collecte de la data. D'accord? L'un des outils que moi j'utilise depuis plusieurs années et qui est relativement fort, c'est Zooforms. Zooforms, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à ça, d'accord? Et c'est un logiciel qui n'est pas très cher, ça doit être une quinzaine d'euros par mois. Et vous avez des champs avec la possibilité d'avoir des calculs, des signatures, des prises de photos. D'accord? En fait, vous faites même le paiement, récupération du paiement. D'accord? Et ces formulaires-là peuvent être automatisés derrière. Il y a énormément de choses qu'on peut faire derrière, mais vous avez 30 types de champs différents. Et à travers les types de champs, y compris les formules, parce que ce que tu m'as dit, Magali, sur le chiffrage, c'était pour le revêtement, pour tout ce qui est Pour le isolation extérieure bâtiment. Mhm. isolation extérieure, eh ben, ils avaient des formules internes pour calculer le chiffrage. Eh ben, en fait, on a intégré les formules. Les personnes rentraient les informations. Et juste pour la petite histoire, alors ça, c'est petit clin d'œil. En fait, on ne donnait pas le chiffrage tout de suite au client. Le gars qui se déplaçait chez le prospect, il faisait le truc avec lui. Alors, les gens sont habitués à avoir des devis au bout d'une semaine ou 2 semaines et parfois les artisans ne viennent pas. Eh ben, la personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait, et c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est un petit peu machin, mais voilà, c'est commercial. Il disait, il faisait le chiffrage, il rentrait tout dans la tablette, il disait valider, il avait le chiffrage, il avait le PDF, le chiffrage, tout. Il dit à la personne, écoutez, là, je vais rentrer au bureau, je vais vous faire le chiffrage. À 21 h ce soir, avant 21 h ce soir, je vous l'envoie. Le client dit, non, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me l'envoyer demain ou après-demain. Il dit, non, 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 je rentre chez moi, je fais le truc, avant 21 h, vous l'aurez. Et en fait, on programmait l'envoi du mail avec le chiffrage 3 minutes avant 21 h. D'accord? Parce que la majorité des gens, la personne dit à son épouse ou à son époux, écoute, on va voir s'il va respecter sa parole. 20h57, le mail il tombe, bonjour, comme convenu, voilà le chiffrage. Et on gagne des points dans la relation client parce que on a posé une promesse, on peut la tenir, mais on pose une promesse, c'est une attente de sensibilité dans l'expérience client, et je dis, bah voilà, je respecte ma parole et je fais en sorte de la respecter. Voilà. Bon.
Vous le faites. Bon, on peut dire oui, c'est manipulatoire et tout, mais bon, je vous dis juste, voilà, les systèmes d'automatisation, ce qu'ils permettent, c'est d'avoir des relations fluides. D'accord? Dernièrement, juste une autre parenthèse et je la ferme rapidement. J'étais en Afrique noire pour une intervention. C'est galère. Je vous assure qu'en descendant dans l'aéroport, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Parce que, contrôle juste à la sortie de l'avion, contrôle des papiers, on rentre, il y a une deuxième personne qui contrôle l'autre parce qu'on ne fait pas confiance dans la première, contrôle des bagages, machin, bidule. Vous descendez dans un aéroport européen, vous avez les trucs qui vous ramènent, où est-ce que vous mettez vos machins pour être contrôlés, vous passez par un portique, il vous contrôle, vous mettez votre passeport sur un petit portique, il y a un douanier pour 5 portiques, vous ne parlez à personne, et c'est de la dignité humaine qui est respectée, et ça, c'est fluide. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? C'est que l'automatisation, c'est pas la perte de l'humanité, ou c'est pas déshumanisé. Qui parmi nous veut toujours payer dans l'autoroute, avoir quelqu'un à qui il donne 1,50 € pour passer? D'accord? En tant que client, l'automatisation et le fait de mettre l'humain là où il faut, là où il y a de la valeur ajoutée, welcome. Nous voulons de l'humain à valeur ajoutée. Mais en tant que client, je n'ai pas besoin de l'humain qui me stresse, qui me retarde, qui me fait arrêter ma voiture pour lui donner 1,50 € et il ne me dit même pas bonjour. Allez voir en Espagne quand vous êtes, ou allez voir quand vous allez dans d'autres pays où il n'y a pas les trucs automatiques avec le beep and go. D'accord? Allez voir dans des aéroports où il n'y a pas de système automatisé, il n'y a pas de robot, les trucs pour mettre nos bagages et tout, c'est des êtres humains qui les déplacent, les douaniers qui les déplacent d'un coin à l'autre. Regardez combien de temps on passe dans les aéroports et regardez quand c'est automatisé. D'accord? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que demander à un client de remplir un formulaire ou demander à un prospect de remplir un formulaire, ce n'est pas déshumanisé, c'est le fait de lui donner la capacité de le faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà. C'est Bon. très bien Euh, imagé. Voilà. C'est Alors, la fluide. clé de l'entrée de données, c'est quoi? C'est les outils de formulaire. Vous en avez plusieurs. Et je vous invite aussi, mention spéciale pour Softer. Softer, c'est un logiciel qui vous permet de fabriquer des intranets vides. C'est-à-dire, le salarié rentre dans un espace et il y a une page vide. Et à l'intérieur, vous mettez le formulaire Zoho. À l'intérieur, vous mettez un rapport qui vient d'un autre logiciel. En fait, c'est un créateur d'application métier et qui sait gérer les workflows et qui sait jouer avec les autres logiciels. Il sait jouer avec Zoho, il sait jouer avec les autres logiciels que je vais vous montrer. Alors, les outils d'interface de collecte de données, Zooform, vous avez le formulaire brut. Zooform et Softer, vous avez login, j'ai oublié mon mot de passe, rappel de mot de passe, est-ce que vous avez le droit d'accéder à ça, vous n'avez pas le droit d'accéder à ça. Voilà, c'est de la gestion d'interface avec plusieurs services derrière. Euh, les tables, par exemple, un Google Sheet basique, c'est une table, mais vous avez Airtable ou Smartsheet ou d'autres outils, c'est des outils de base de données, un peu l'équivalent de Access. Et vous pouvez mettre dans les tables, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, et une fois que vous avez les informations dans les tables, et ben par la suite, vous pouvez les afficher comme vous le souhaitez. Ça, c'est Airtable. Bah, comme son nom l'indique, table, mais dans le cloud, quoi, R, et ça s'interface avec énormément de solutions. Toutes les solutions que je vous présente ici, ce sont des solutions qui fonctionnent avec les API et vous avez aussi les outils de BI, les outils de Business Intelligence. Vous en avez plusieurs, Google Locker, Power BI, ClickView, Kibana et Google Locker, si vous avez l'abonnement Google. Et ben voilà, c'est un petit peu comme un Google Docs ou Google Slides ou Google Sheet, mais sauf que ça, c'est la partie interface qui montre les résultats et vous-même, ben, vous pouvez fabriquer. Vous dites, ben, cette information, elle vient de cette table-là, chez Airtable. Cette information, elle vient de cet endroit-là, d'accord? Là, vous choisissez vos sources de données. Ça pourrait être un Google Sheet, d'accord? Vous choisissez euh, les données d'où ils viennent et vous fabriquez des tableaux de bord, des graphiques basés sur ces informations-là. Et tout ça, c'est dynamique. Et qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de fabriquer quasiment un petit programme professionnel, un progiciel. Et
à la fin, je vous invite à découvrir Zapier, Make et N8N. Ce sont des logiciels qui sont là juste pour automatiser des processus. C'est-à-dire, tu peux lui dire, s'il y a une nouvelle ligne dans Zooform, eh ben, envoie un mail à un tel ou rajoute une ligne dans une autre table. Et là, c'est de l'automatisation. Alors, ce qui est déjà connu, c'est depuis plusieurs années, on parle de minimum 5 ans, Zapier et Make, mais avant c'était, il a changé de nom il y a 2 ans ou 3 ans, mais Zapier et Make, voilà, des outils d'automatisation qui sont connus depuis plusieurs années. Et N8N, c'est un outil qui est nouveau, qui est bien, parce que vous pouvez aussi vous pouvez l'avoir en open source et le mettre sur votre serveur. C'est-à-dire que si vous avez des logiciels métiers dans vos serveurs et que vous voulez automatiser des choses dans vos serveurs sans avoir accès à Internet, N8N, vous pouvez le télécharger et votre service informatique peut le programmer dans vos serveurs. Et petite information, Zapier et Make, c'est très bien au début. Je vous invite à les utiliser au début. Mais parce que eux, ils vous payent par transaction, par copier-coller. Et si vous en avez des milliers, eh ben, ça va coûter un petit peu cher. Dès que ça commence à dépasser, allez, 100, 200 euros par mois, prenez N8N et mettez-le sur votre serveur. Et là, vous payez un serveur à 50 euros par mois chez OVH ou d'autres. Et vous avez à l'infini la possibilité d'automatisation. Voilà, voilou. Alors, ça, jusque-là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Alors, je remonte en arrière. Là, on n'a fait que ça. On a le formulaire, on a la table, on a les tableaux de bord et on a l'automatisation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire découvrir que avec un abonnement ChatGPT payant, eh ben, vous avez la possibilité, déjà, avec 22 euros par mois, la possibilité de rajouter une couche d'automatisation et de vocal sur vos logiciels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avec votre abonnement payant ChatGPT, si vous allez sur ChatGPT voilà, normal, quoi, que vous connaissez, eh ben, je vous invite, si vous avez un abonnement payant, à aller sur Explorer les GPT. Et dans Explorer les GPT, ça, c'est le App Store des GPT, des programmes que des milliers de personnes peuvent créer. Et vous pouvez créer le vôtre. Comme moi, j'ai créé le mien. Et voilà, mes GPT, c'est des GPT que j'ai créés moi-même. Eh ben, vous pouvez cliquer sur Créer. Et dans Créer, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez un nom. Par exemple, vous dites formulaire, saisie, chiffrage. Ce GPT sert à blablabla, blablabla. Vous lui donnez des instructions. Les instructions, c'est l'équivalent d'un prompt. On dit au GPT, tu vas demander au commercial ces informations, le nombre de mètres carrés, l'adresse du client, le machin, le bidule. J'explique à l'agent, parce que ça va devenir mon agent. Rappelez-vous, il y a l'assistant personnel et l'agent que moi je vais déléguer chez un collaborateur. J'explique ce que j'attends qu'il collecte comme information. Je lui donne une base de connaissances. Je peux attacher des fichiers joints, c'est-à-dire je peux attacher le formulaire, je peux attacher des PDF, je peux attacher des exemples. Et ce qui est magique dans les GPT, c'est ça, c'est action, créer une nouvelle action. Et là, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je peux l'associer avec Zapier, ou je peux l'associer avec N8N, ou je peux l'associer avec Make. C'est-à-dire que je lui dis, quand il y a un collaborateur, tu vas discuter avec lui, et tant que tu n'as pas l'adresse du client, la date du chantier, le nombre de mètres carrés, est-ce qu'il y a combien de fenêtres il y a, blablabla, est-ce que c'est pris en charge par ma prime rénov ou pas? Je demande à l'IA de demander au commercial ça, il peut le faire en oral. L'IA lui dit, ok, à la fin, l'IA lui dit, OK, si j'ai bien compris, j'ai ça, OK. Oh, je dis, c'est bon, c'est validé. Je dis, OK, validé. Et ben, l'IA peut pousser dans une table l'écriture. Alors, pour vous donner un exemple concret, pour que vous pouvez expérimenter, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous n'allez pas le faire maintenant parce que ça va vous prendre du temps. En fait, j'ai fabriqué un GPT qui peut automatiser n'importe quel formulaire. Alors, il ne va pas pousser parce que je n'ai pas accès à vos systèmes, mais vous allez lui dire à ce GPT, alors je vais vous donner le lien. Alors, attendez, hop.
Ça, c'est Talk to Forms. Par exemple, on va lui demander à ce GPT que j'ai fabriqué pour vous, c'est à quoi tu sers? À quoi tu sers? Alors, je peux le faire aussi en vocal. Voilà, bonjour, moi c'est Talk to Forms, ton assistant vocal pour remplir tes formulaires. Mon rôle, je t'aide à transformer ta dictée vocale en données bien structurées, prêtes à bien utiliser dans un formulaire. On commence par configurer ton formulaire. Tu me donnes les champs. Donne-moi juste des images, un PDF, un Excel. Donne-moi les champs que tu veux remplir. Je prépare une liste claire de champs à remplir avec les contraintes. Est-ce que ça, c'est un champ valeur qui ne doit pas dépasser 100? Est-ce que ça, c'est un champ date? OK. Tu valides avec moi la structure. Ensuite, tu peux simplement me dicter les infos et lui, il te prépare les infos, soit dans un fichier CSV que tu peux ouvrir dans un fichier Excel, que tu peux copier-coller, ou pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs, un fichier JSON qui est compris par la machine. Je prends un fichier dans lequel il y a les données, je le donne à un logiciel, le logiciel arrive à lire automatiquement le fichier JSON. D'accord? Tu veux commencer? Commençons. Alors, copier le lien et je vais vous le partager. Je vais demander à Mylène, parce que j'ai plus accès à mon chat, je vais le passer dans le WhatsApp avec Mylène et si tu peux le partager dans le groupe. Alors voilà, ça vous permet d'avoir juste un appetizer, une expérimentation de comment utiliser ChatGPT pour avoir la dictée d'un formulaire et il vous donne en résultat, c'est comme si c'était un tableau, il vous donne la liste des champs et la liste des valeurs dans la dictée en question. C'est juste un test et vous êtes capable de reproduire la même chose pour vos formulaires. Et comme on a dit, on n'utilise pas la fonction vocale avancée, ce qui est en noir et blanc, on n'utilise pas le micro du clavier, on utilise le petit micro qu'il y a ici, parce que ce petit micro a l'intelligence artificielle de ChatGPT, parce qu'il arrive à comprendre, à transcrire, quand il y a de machin, il ne les transcrit pas. Et quand je lui dis des choses, je dis, ah, non, excuse-moi, j'ai oublié, c'est pas ça, c'est ça. En fait, il oublie ce qu'il y a avant. Il y a une compréhension au-delà juste de la transcription. Voilà. Ce qui fait que une solution globale, c'est quoi? C'est les formulaires, les bases de données, le BI pour le dashboarding, et on y rajoute la nouveauté, c'est les connecteurs, N8N, Make, Zapier, et les GPTs qui nous donnent la capacité de programmer des agents qu'on peut mettre entre les mains de nos collaborateurs. Ah, alors, Voilà. Mylène, tu as un document dans le WhatsApp, si tu pouvais le partager dans le chat. Merci. Alors, et vous allez me dire, oui, mais et demain? Et si tout ça, si on pousse l'automatisation au maximum? Ben, je dis, ben, écoutez, les amis, ça existe déjà. Vous allez en Chine, ça s'appelle, le mot technique, c'est Dark Factory. Les Dark Factory, c'est Wow. des usines où il n'y a pas d'être humain. Pourquoi? Parce qu'elle est dark, parce qu'on n'a pas besoin d'allumer la lumière. Et en fait, tous les processus ont été poussés à l'automatisation maximale et il n'y a plus d'intervention humaine. Au niveau logiciel, ça s'appelle RBA, Robotic Process Automation. RPA, Robotic Process Automation, ça c'est dans le logiciel. Dans l'industrie lourde, ça s'appelle les dark factories. Ça existe déjà. Alors, vous allez me dire, il y a, quand on voit ça, ben, on a en tête Terminator et on dit L-humain dans tout ça. Mais je dis, ben, L-humain, il est fait pour la relation humaine. Il n'est pas fait pour des tâches répétitives toutes les tâches où, là aussi, là, c'est une phrase qui est une croyance personnelle, c'est il est inhumain de faire à un humain ce qu'une machine peut faire mieux, plus vite et moins cher. Si une machine peut faire mieux, plus vite, moins cher qu'un humain, c'est que l'humain peut faire mieux, ou peut faire plus humain, là où il y a de l'émotion, là où il y a de la raison, là où il y a de l'interaction. Mais si je demande à un être humain de faire ce qu'une machine peut faire mieux, plus vite et moins cher que lui, en fait, je le réduis à l'échelle de la machine, je ne le fais pas grandir. L'idée, c'est que la machine nous pousse à se libérer des tâches que la machine peut faire pour nous laisser la place à autre chose. Et on n'a que à se rappeler des gens qui allumaient les bougies dans les rues. On n'a que à se rappeler des gens qui étaient là avec les chevaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, on considère que ça du progrès, mais à l'époque, c'était une destruction d'emplois. Voilà, bon, si je dois conclure, je vais vous dire, gardez s'il vous plaît la voix et l'automatisation. La fois dernière, si vous revoyez la vidéo, moi j'avais dit que la voix est un gisement de productivité et rentabilité. Dans cette séquence-là, on a rajouté la voix et l'automatisation sont des gisements de productivité et de rentabilité. Hashtag quoi? Hashtag no code. Ce que je vous ai dit, le fait de dire je vais développer sans coder.
Bah, ça, c'est une tendance qui s'appelle le no-code, ou je vais coder juste un tout petit peu. Ça s'appelle le low-code. Je ne vais pas coder des logiciels, je vais faire du no-code, du low-code. Je vais utiliser de l'IA générative et je vais faire du STT, speech to text. C'est-à-dire, je parle, ce que je dis devient texte. Ça, c'est le nom technique de ce que nous avons partagé ensemble. No-code, low-code, IA générative, automatisation, STT, speech to text. Attention, attention, attention. Pour les chefs d'entreprise qui sont parmi nous, euh, l'IA dans l'IA et l'automatisation dans des entreprises, ce n'est pas que un projet technologique, c'est un projet de changement organisationnel. Il faut faire du change management, il faut faire de l'accompagnement des gens, il faut faire de la formation, parce que sinon, vous risquez de faire foirer votre projet par des comportements humains et pas par non maturité de l'outil informatique. L'outil informatique aujourd'hui, il est mature. Et c'est pour ça que je vais donner la parole à Loïc pour qu'il nous présente un petit peu ce qu'il fait dans son entreprise industrielle. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et on pourra y répondre par la suite. Loïc, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro si tu veux bien? J'ai ouvert mon micro. Bonjour Salah, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Super, super. Alors, cher ami, si tu veux bien te présenter aussi surtout Citral. Qu'est-ce que vous faites chez Citral? Ouais. Alors, moi, je suis Loïc Vilches, donc je suis le président de Citral Industries. Citral Industries est une entreprise familiale, une PME de 150 personnes qui aujourd'hui a à peu près 40 ans et qui intervient sur des métiers traditionnels de tuyauterie, de chaudronnerie, de maintenance industrielle, de charpente mécanique. Voilà, qui intervient sur tout le territoire national et qui se situe dans cette belle région de l'Est de la France. Alors, c'est la deuxième, on est ex aequo avec la Normandie, hein, parce qu'on est chez les Normands, on n'a pas que les Alsaciens. Voilà. Et donc, on intervient dans tout type d'industrie pour les grands comptes, comme l'a dit Salah en préambule, de la pétrochimie, de l'alimentaire, de la sidérurgie, de l'énergie. Donc, on a une entreprise dont le savoir-faire et l'être humain est très, très important sur des métiers qui sont en tension et voilà, en quelques mots. Voilà. Alors, Citral et l'intelligence artificielle, voilà. Conte-nous l'histoire. Bon, alors l'histoire, bon, l'intelligence artificielle pour nos secteurs d'activité à nous, c'était quelque chose qui nous paraissait assez éloigné finalement, vu de notre petit perchoir. Or, il se trouve que dans la démarche de l'entreprise et dans l'évolution de l'entreprise, on a intégré des systèmes qui s'appellent accélérateurs de PME, appuyés de la région Grand Est et de la BPI. Et dans ce cadre-là, on a profité d'un audit 360 pour justement poser cette problématique, c'est quoi l'IA et la nouvelle technologie pour des, je dirais, entreprises traditionnelles ou empiriques, et comment on peut voilà, intégrer cette notion-là pour faire partie des gens qui sont les premiers à monter dans le train et pas à suivre la tendance. Donc, on a fait un audit 360 et à l'issue de cet audit 360, ben, on nous a présenté un petit peu l'intelligence artificielle. Bon, ça là a été la personne qui nous a accompagnés sur le sujet. Et là, tout de suite, pour le chef d'entreprise que j'étais, je me suis retrouvé face presque à une deuxième révolution industrielle en disant, mais le champ des possibles est gigantesque. Et voilà, comment je prends ce virage, par quel bout je commence et c'est quoi la méthodologie à suivre pour essayer voilà, de pas se tromper et de suivre le bon cap. OK. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ce que nous avons dit dans la première partie? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent avec toi, notamment cette partie no-code, low-code, automatisation? Est-ce que c'est des mots-clés que tu retrouves dans ton quotidien aujourd'hui ou c'est relativement loin? C'est pas que je les retrouve, ils m'obsèdent au quotidien depuis que j'ai commencé à échanger avec Salah. Voilà, c'est une caisse de résonance. Donc, nous, dans la problématique que l'on a eue quand on a abordé cette partie IA, il y avait grosso modo deux sujets, deux contextes. Il s'est trouvé qu'on est en période
de renouvellement, enfin d'orientation sur notre ERP actuel, qu'on était, nous, dans notre vision un peu vieillotte, partis sur interroger le marché sur des solutions type et enfin, s'accommoder de ce qu'il y avait sur le marché pour passer ce cap. Donc ça là est venu complètement bouleverser ça et a complètement modifié mes repères par rapport à ça, en me disant non, non, on peut composer ce dont on a besoin et n'utiliser que ce que l'on a besoin. Donc ça, c'était quelque chose d'assez difficile à entendre, à comprendre et puis à visualiser. Donc on est rentré dans cette démarche-là et aujourd'hui on est sur cet axe-là. Et la deuxième chose, c'était comment je fais rentrer l'IA au quotidien, pas uniquement à mon niveau, au niveau du top management, pour avoir, je dirais, un assistant dans sa poche, etc. C'est comment je transforme ça à l'échelle de l'entreprise et comment je fais rentrer cette notion-là qui est assez effrayante en premier abord, dans le mental de l'ensemble de mon équipe. Donc, on a réfléchi à c'est quoi les problématiques qu'on veut régler, enfin, ou qu'on veut améliorer, parce que il faut une feuille de route, il faut analyser en fait. L'IA, c'est un outil, c'est quelque chose qui accompagne, mais il faut comprendre aussi quel est le problème et vers où on veut aller. Donc, on a défini, nous, un certain nombre de problématiques ou de pistes de progrès dans l'entreprise. Et deux, comment on fait pour trouver la solution au problème qu'on a exposé. Donc, on a décidé de créer une équipe expérimentale dans l'entreprise. Donc, je rappelle qu'on est dans des métiers assez traditionnels. Donc, quand on a un souci informatique, on va chez notre partenaire extérieur informatique. Donc, c'est pour vous dire que on est vraiment très traditionnel. Donc, on a voulu créer un groupe expérimental dans l'entreprise. Donc, j'ai rassemblé des collaborateurs à des fonctions diverses, pas que du pilotage, mais aussi de l'opérationnel. Et en disant, voilà, on va créer notre Digilab, on va se poser des questions sur nos problématiques et on va essayer de trouver des solutions avec l'intelligence artificielle pour améliorer ou régler les problématiques qu'on aura trouvées. Donc, on a créé un petit groupe. Nous sommes 6. Donc, il fallait que ce soit aussi sur la partie, enfin, il fallait que ce soit aussi quelque chose de volontaire. Fallait pas imposer, mais c'est pour l'entreprise. Enfin, je l'ai vécu comme ça et les collaborateurs pareil. C'est un petit bonbon dans la vie quotidienne. Enfin, voilà, on crée un petit peu un projet novateur dans l'entreprise, donc ça, voilà, ça réveille des énergies, puis ça révèle aussi de la personnalité dans nos collaborateurs. Donc, ce groupe étant créé, on a dit, bah, si on doit utiliser l'IA, ce serait bien qu'on se forme un petit peu. Donc, on s'est inscrit à une formation sur ChatGPT qu'on a suivi avec ce groupe expérimental pour aussi voilà, savoir utiliser l'outil, puisque quand on le fait par soi-même, bien sûr, on bricole un petit peu, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il y a quand même un certain mode de communication, une certaine chronologie, des choses à pas oublier. Donc, c'était bien aussi que ce groupe expérimental voilà, puisse suivre cette formation. Et puis derrière… Pardon, parce que c'est une formation auprès de qui? Parce que ça, c'est un point important auquel plusieurs personnes ici peuvent se poser la question. Alors moi, je suis assez fidèle, donc j'ai été audité par Salah sur le 360, et puis je suis monté dans le train de Puissance AI, puisque Puissance AI proposait justement cette formation-là, et que ça m'a paru voilà, au moins nécessaire et prioritaire dans un premier temps. Donc, tout le groupe a suivi ces formations. Donc, on a compris un petit peu mieux comment communiquer et comment structurer ces demandes et comment formaliser les choses. Une fois que ça a été fait, on a réuni le groupe expérimental. On a décidé de créer notre Digilab. Alors, notre Digilab, c'est un endroit physique dans l'entreprise qu'on a réaménagé pour ce groupe expérimental où on se réunit à des fréquences mensuelles, on bloque une après-midi, on se pose, on se coupe du reste de la vie de l'entreprise et on se pose des questions voilà, sur nos problématiques ou sur nos souhaits, ce qu'on aimerait, voilà, ce qu'on imaginerait pouvoir faire dans l'entreprise. Donc nous, sur la partie IA, c'était très, très, très important dans les problématiques qu'on a rencontrées. Alors, il y a toutes les problématiques qui sont liées à, je dirais, la partie pilotage plus top management, comment améliorer nos offres, comment raccourcir nos processus sur certaines tâches. On parlait du chiffrage et de l'établissement des devis. Bon, c'est des sujets pour nous qui sont très chronophages.
Mais je voulais pas que ça reste à ce niveau-là. Je voulais aussi que ça redescende dans les étages de l'entreprise. Et je voulais aussi me poser la question sur le chantier ou dans nos ateliers, comment je peux ramener l'intelligence artificielle pour améliorer le quotidien de nos collaborateurs. Voilà. C'était vraiment quelque chose voilà, qui me tenait à cœur. C'est pas embarquer une partie de l'entreprise, c'est que ce soit un projet global où chacun à son niveau et dans ses fonctions et dans son rôle se retrouve avec un petit peu d'intelligence artificielle qui vient timidement au départ. Pour certains collaborateurs, c'était aide-moi à structurer un courrier, aide-moi à rédiger un mail. J'ai une problématique technique ou juridique, quels sont voilà, les éléments que tu peux m'apporter. Donc, c'est vraiment plus de l'assistant. Et très, très vite, j'ai voulu libérer aussi les collaborateurs, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, des lourdeurs administratives, juridiques, organisationnelles. Sur le terrain, on a des collaborateurs qui ont un savoir-faire technique, une compétence, une valeur ajoutée, mais qui est un peu amoindri par toute la lourdeur des systèmes et de l'administratif aussi pour certains postes, avec aussi ce contexte où les gens qui ont des fortes compétences n'ont pas forcément des fortes compétences informatiques. Et sur le terrain opérationnel, c'était quelque chose qui ressortait. Donc, il y a une grosse, grosse peur, une grosse, grosse crainte exprimée par rapport à l'orientation qu'on voulait prendre sur ce volet de l'intelligence artificielle, en disant, mais nous, on n'est pas des spécialistes. Enfin, tout de suite, ça a paru comme quelque chose de très, très complexe. Et un des premiers challenges pour le Digilab, c'est quand on ramène quelque chose sur le terrain, on ramène de la facilité. Donc, il faut lever les craintes, il faut déverrouiller ces freins psychologiques et il faut impliquer les collaborateurs. Donc, on a, nous, tout de suite imaginé que l'utilisation de la voix, et c'est quelque chose que Salam avait un peu murmuré à l'oreille, donc c'était quelque chose qui m'avait vraiment fortement intéressé parce que pour moi, c'était le levier qui me permettait rapidement de déployer des choses en levant ce contexte de il faut que j'ai un ordinateur, il faut que je sache m'en servir, il faut que je sache ouvrir les bonnes choses, etc. Et je me suis dit, voilà le moyen qu'on a de fluidifier, de libérer et d'augmenter la récolte de données aussi, parce qu'il y a beaucoup de données qui se perdent dans les étages, avec une simplification, quelque chose qui paraît très très simple au départ. Donc le Digilab a transformé un peu à l'image de ce que cela nous a montré un certain nombre de formulaires. Donc l'idée, c'était pas non plus c'est d'y aller par étapes. J'ai une idée, on fait quelques prototypes, on implique les équipes dès le départ, donc c'est-à-dire que le prototype qu'on a créé, on implique l'opérateur qui va s'en servir pour tout de suite échanger avec lui, c'est quoi les craintes, c'est quoi les spécificités aussi. Et on développe ensemble et on teste ensemble. Et une fois que c'est testé, la volonté, c'est que les gens qui ont participé à ça soient les ambassadeurs auprès du reste des équipes en disant on a développé un outil à la voix. Moi, je passais 20 minutes par jour ou une demi-heure par jour en fin de poste ou en début de poste parce que j'étais en retard et que j'avais tout un tas de données à compléter. Aujourd'hui, je fais ça progressivement à la voix. J'ai ça dans la poche. Ça marche bien. En plus, on m'a posé des questions. En plus, j'ai pu faire part de mes remarques. Donc, je l'utilise et je deviens utilisateur et je deviens même challenger parce que je pousse le Digilab à dire c'est quoi l'étape d'après. Voilà. Excellent. Donc, pour nous, ça a été vraiment quelque chose on passe d'un fonctionnement traditionnel à on vient saupoudrer d'intelligence artificielle. Ça fait un peu peur, mais on monte dans ce train et on en profite pour aussi rajeunir l'image de l'entreprise, ramener aussi un petit peu de vent de fraîcheur sur des métiers qu'on a dit traditionnels, avec derrière tout un tas d'idées, parce que plus on déploie et plus ça adhère et plus ça fonctionne, et bien plus les idées derrière phosphore, et à chaque fois on repousse un peu plus loin ce qu'on imaginait possible de faire. Et si tu devais donner un conseil à un dirigeant du MEDEF avec un certain nombre de salariés, tu dirais quoi? Alors, n'ayez pas peur. Le conseil que je donnerais, c'est se faire accompagner. Parce que très honnêtement, pour moi, sans accompagnement, ça aurait été compliqué parce que c'est un univers et un environnement qui est tellement novateur, tellement agile, tellement phosphorescent que il faut avoir un guide, clairement. Deux, c'est de se former à l'utilisation d'outils, parce que ChatGPT, quand on
se renseigne par soi-même, quand on teste un petit peu, OK, on comprend très, très rapidement qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Mais c'est important de comprendre aussi comment je m'en sers et quels sont les prérequis et comment je dois formuler pour avoir le résultat que j'obtiens. Trois, c'est de garder garder son esprit critique aussi. C'est pas parce que ChatGPT me donne quelque chose que voilà, je ne relis pas ou je considère ça comme une vérité. Donc il faut toujours garder un petit peu ce recul par rapport aux choses. Voilà. Et puis après, trois, c'est vraiment de monter dans le train parce que enfin voilà, c'est quelque chose qui, au-delà je dirais, de l'aspect technologique, c'est aussi un projet d'entreprise, ça crée beaucoup de choses en interne. Voilà, ça remet un petit peu de vent de fraîcheur, ça rapproche aussi les gens qui ont des problématiques avec les gens qui sont là pour essayer de trouver des solutions. Enfin, ça ramène quand même quelque chose. Donc, on est toujours en train de sacraliser un petit peu l'IA et puis de s'en inquiéter par rapport au remplacement de l'humain. Bon, l'idée pour moi, c'était pas du tout de dire je remplace mes effectifs par de l'IA. Au contraire, c'est comment je leur facilite et comment voilà, je les libère de quelque chose qui n'a pas forcément de valeur ajoutée et je leur permets voilà, de se consacrer vraiment là où leur savoir-faire, leurs compétences amènent un vrai plus à l'entreprise. Merci beaucoup Loïc. Alors, si vous avez des questions pour Loïc, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Il nous reste encore une dizaine de minutes. J'aimerais bien vous dire, bah, voilà, si vous aussi vous êtes intéressé par une formation dans l'IA, eh ben, avec l'équipe du MEDEF Normandie, on peut vous concevoir des modules de formation spécifiques pour vous, y compris de formation et audit. Je vous invite à scanner ce QR code avec votre mobile et vous avez un petit formulaire. Et si Mylène, tu peux aussi partager le lien vers le formulaire pour ceux qui n'ont pas leur mobile avec eux ou autre sur le chat du groupe. Voilà, bah, si vous avez besoin de formation dans votre organisation, pour votre codir, pour vos salariés, ou besoin d'audit pour savoir où est-ce que vous en êtes, ainsi de suite, sachez que nous avons des solutions et on sera heureux de vous les partager. Alors, dernière confiserie, petite cerise sur le gâteau, le Surprise Me. Eh ben, Avant le ça, Surprise Me, excuse-moi, Salah, il y a une petite question. Il y a une question pour Loïc. Alors peut-être que c'est un peu trop tôt puisqu'on est au stade Digilab. On a une question pour savoir si Loïc a pu mesurer des gains de productivité. Alors, aujourd'hui, on est en phase de déploiement, donc on a avancé sur la constitution des outils qu'on souhaitait déployer. Et on est en phase de déploiement, donc on est en phase de test, hein. On a mis les smartphones et puis des tablettes sur le terrain. Et on se donne 6 mois pour avoir un feedback à la fois sur est-ce que l'outil tel qu'on l'a imaginé convient ou est-ce qu'il faut apporter des solutions. Et puis derrière, c'est de mesurer quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de cet outil. Pour certains outils, on a intégré aussi, dans l'industrie, on est très focus sur les temps sans valeur ajoutée. Donc, on a profité aussi de cet outil-là pour donner aussi la parole aux salariés, chacun à leur niveau, pour nous faire part un petit peu d'avoir cette petite cellule de c'est quoi le temps que je perds et c'est quoi la raison pour laquelle je perds ce temps, parce que c'est souvent aussi de la data très importante pour le pilotage qui se perd un petit peu dans les étages. Donc, on s'est donné 6 mois pour déployer l'outil et commencer à mesurer. Mais d'ores et déjà, je dirais, sur des fonctions classiques, le gain de temps en saisie, quand on parle à son outil, on l'estime entre 15 minutes et une demi-heure par jour sur des fonctions qui sont amenées à traiter pas mal de données. Donc, c'est quand même pas, c'est pas neutre. C'est pas neutre, mais enfin voilà. C'est très clair. Et justement, j'avais une autre question qui m'est parvenue par texto, à savoir quels outils vous avez mis en place. Vous venez d'y répondre avec les tablettes et les smartphones. Oui. Et peut-être une illustration concrète justement sur un opérateur enfin voilà, concrètement comment il l'utilise. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret. Dans le cadre de nos activités, on intervient sur des travaux de maintenance sur un site pétrochimique, qui est le site de Total, pour pas le citer.
et c'est un contrat de maintenance mécanique HP. Donc, on a des intervenants qui sont déployés au quotidien dans les unités de production, qui sont des unités, c'est un site Seveso seuil haut, donc avec un certain nombre de contraintes. Donc, on a équipé notre salarié test d'une tablette ATEX et on lui a préparé, enfin, on lui a formalisé l'outil de rapport compte rendu d'intervention qu'il remplit à la voix. Auparavant, l'opérateur prenait son papier, son stylo, prenait ses notes, etc., revenait au bureau, formalisait ce qu'il avait relevé, transmettait à son responsable, et son responsable saisissait ça dans l'outil qui sert à suivre les comptes rendus d'intervention. Aujourd'hui, avec cette tablette à texte, il est à pied d'œuvre, il remplit son formulaire pour son petit compte rendu, mais il dit aussi je suis intervenu sans problème ou je suis intervenu avec problématique, mise à disposition d'installation, on a perdu 15 minutes, mise à disposition de je ne sais pas quoi. Enfin, il a cette possibilité de rentrer tout un tas d'informations qui n'étaient pas rentrées auparavant parce que il fallait écrire et puis que ça prenait beaucoup de temps et qu'il se focalisait sur l'essentiel. Avec cette petite tablette, il a aussi la possibilité de prendre une photo et puis de dire pour la prochaine fois, pensons à prévoir tel moyen ou telle chose, ou j'observe dans ma zone de travail une anomalie qui n'est pas liée à l'intervention que je fais, mais bon, voici la photo. Et tout ça, ça remonte directement au responsable de ce contrat-là, qui ne saisit plus cette donnée, mais qui la retraite et qui la redispatche. Donc, on a vraiment quelque chose qui, alors encore une fois, c'est en phase de déploiement et on a beaucoup d'espoir sur ces outils-là, mais c'est quelque chose qui va quand même nous faire franchir un cap où le salarié qui passait du temps à transcrire, aujourd'hui, il ne le passe plus. Donc, il est aussi plus enjoué à remonter de l'info parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. On a gagné en temps de saisie et le client a son compte rendu d'intervention et de la data et de l'information un peu supplémentaire qu'il n'avait pas aujourd'hui. Donc, on pousse un petit peu et on a une meilleure qualité de service et on est aussi un petit peu dans une image de modernité et d'innovation. Et en même temps, on dépoussière aussi la manière de faire. Et les salariés sont assez contents parce que, comme dans tout métier, je pense, ce qui est important, c'est de faire et pas de retranscrire et de recopier et de remplir 20 fois des formulaires. Et C'est sûr. ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant ça, quel est le coût en termes de logiciel et quelle est la résistance? Et là, par exemple, on va voir, et Loïc peut nous en parler, on va être sur des coûts qui sont très, très, très maîtrisés. Mais en fait, en parallèle, il a fallu énormément de travail en interne pour modéliser, mais c'est un travail qui est bénéfique parce que ça implique les gens. D'où l'adoption par la suite. Tout à fait. S'il n'y a pas enfin, l'erreur, enfin, moi, je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais ce que je ne voulais pas, moi, faire, c'est que l'IA rentre par la direction de l'entreprise, phosphore au niveau de la direction de l'entreprise, et puis redescend un petit peu contraint et forcé. Pour qu'il y ait adhésion, et pour moi, quand on a échangé avec Salah sur le champ des possibles sur l'IA, j'y ai tout de suite vu, pour moi, une opportunité d'améliorer le quotidien des opérateurs, des salariés sur le terrain, en disant, si on y trouve un bénéfice dans sa journée de travail et dans la manière dont on fait les choses, on va avoir une adhésion qui est forte et qui est massive, et ça va pousser le reste de la structure. Donc, c'était vraiment ça qui était important. Et après, c'est le temps qu'on y passe, mais enfin, du temps, quand on a des solutions digitales à déployer, on y passe forcément. Enfin, que vous ayez chercher quelque chose sur un catalogue ou que vous construisiez vous-même votre solution, vous y passez du temps, hein. Donc, c'est pas un temps perdu, c'est du temps. Enfin, voilà, c'est une construction d'outils pour l'entreprise. Et j'y vois un autre intérêt, et j'arrêterai là, ça l'a promis, c'est que ça ouvre le champ des possibles sur les métiers en tension avec des personnes qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Tout à fait. Voilà, Tout juste à fait. fin de la parenthèse. Dans nos métiers, alors je mettais le savoir-faire, hein, on est sur des métiers en tension, donc il y a aussi cette transmission de savoir-faire entre les classes d'âge et puis récupérer toute cette data, parce qu'il y a énormément d'informations quand vous échangez avec les gens sur le terrain. Il y avait le frein informatique qu'on a évoqué au départ, donc que tout le monde n'est pas aguerri à l'usage, hein. Il y a encore des personnes qui ont soit une réticence, soit, je dirais, une tranche d'âge qui fait que c'est compliqué aussi pour tout un chacun. Il y a aussi la maîtrise de l'orthographe qui peut aussi se présenter. Enfin, il y a toutes ces problématiques-là qu'on élimine à la voix. Voilà. La voix, je lui parle, il me comprend,
je dis ce que j'ai à dire et je n'ai pas besoin de me préoccuper de est-ce que j'ai rempli dans la bonne case, est-ce que c'est bien orthographié, etc., etc. Donc ça libère aussi tout un tas de réticences qui sont légitimes hein, et qui sont réelles, et ça encourage et ça ouvre aussi la possibilité à tout le monde d'utiliser cet outil. C'est vraiment ce qui nous intéressait. Merci beaucoup, Loïc. À toi, Salah. Super. Alors, Merci. merci. Et maintenant, j'aimerais bien vous présenter rapidement avec Mylène un outil que vous pouvez tester. Il est gratuit. Il s'appelle Notebook LM, notebooklm.google.com. C'est un outil de Google. Et comme vous pouvez le voir, en allant sur le lien Notebook LM, eh ben, alors attendez, est-ce que je l'ai ici? Alors, Notebook LM. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites créer un nouveau notebook et vous mettez, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à 300 sources. 300 sources, ça pourrait être des fichiers MP3, des fichiers PDF, des fichiers venant de votre Google Drive, des vidéos YouTube, des copier-coller de texte. D'accord? Et par la suite, vous pouvez discuter avec le document. D'accord? Alors, Mylène, normalement, a préparé un petit test grandeur nature pour vous. Alors, en fait, Mylène, alors on aimerait bien pouvoir vous le partager, mais en pièce jointe dans le chat, on a une note, un premier décryptage du MEDEF suite à la publication du paquet Omnibus. Omnibus, c'est tout ce qui va gérer le reporting extra-financier et les dernières, on va dire, déclarations de l'Union européenne sur ce sujet-là. C'est assez indigeste et donc je laisse Mylène Ouais. œuvrer. Il y a 14 pages qu'on va vous Voilà. communiquer Alors, pour que vous vous rendiez compte. qu'est-ce qui s'est passé ici? Mylène a rajouté la colonne source, et comme on a dit, on peut aller jusqu'à 300 sources. Elle a posé le fichier PDF dans lequel il y a 14 pages. Et la colonne suivante, c'est la discussion. La discussion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux discuter avec le document ou les sources d'information. Par exemple, si c'est un petit peu indigeste, on peut lui dire, par exemple, explique-moi le contenu de ce document pour un dirigeant en 7 points. Par exemple, voilà, on peut discuter, on peut demander les prompts qu'on veut. Le temps que Mylène finisse ça et qu'on puisse voir la réponse, vous regardez à droite, il y a un truc qui s'appelle générer. Je peux générer un podcast autour de ce document ou des documents. Alors, vous voyez ici, les 7 points, ils ont été affichés. D'accord. Là, par exemple, on peut dire, est-ce que tu peux expliquer cela, ces points-là, est-ce que tu peux expliquer ces points-là pour un enfant de 15 ans en lui donnant des exemples avec le football parce qu'il aime le football. Et là, on C'est-à-dire, parle de reporting extra-financier, de fiscalité. Donc, très intéressant. c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des guidelines, 200, 400, 300 documents ou 300 procédures. Vous avez quelqu'un qui rejoint l'entreprise, et ben vous pouvez mettre ça, voilà, vous voyez, et ça explique. Tu peux, Mylène, si tu veux bien, tu lui dis juste en italien, s'il te plaît. Euh, Vous avez vos guidelines dans une seule langue, français ou anglais. Et là, c'est à l'infini, c'est l'IA qui les comprend. Bien sûr, c'est gratuit, Olivier. Euh, pour le moment, bon, c'est Google derrière. Et ben, l'idée, c'est quoi? L'IA comprend un document source ou des documents sources, et par la suite, elle peut traduire, interpréter, résumer, changer la langue, Faire du tu vois, podcast. faire du podcast. D'accord. Vous avez aussi des notes comme guide d'études, questions-réponses, questions fréquentes. Là, par exemple, pour vos enfants qui préparent des exercices ou des leçons, ils peuvent donner toutes leurs leçons sur une thématique et ils discutent et le système devient leur prof privé. Alors, en fait, c'est un concurrent de ChatGPT. C'est pas ChatGPT, c'est un outil embarqué, c'est Notebook LM. C'est comme une petite cartable. Je mets mes documents et après, je discute avec.
Alors, quid de la confidentialité? La confidentialité, ça a été posé à plusieurs reprises. On l'a traité dans la première rencontre. C'était le sujet principal. Je vous invite, Christophe, à revoir la vidéo de la première rencontre. On a fait toute une expertise que sur la confidentialité. Et donc, pour ça, inscrivez-vous sur Pivot Now. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Et comme on a dit, je répète, vous pouvez mettre jusqu'à 300 documents, y compris des vidéos YouTube. Ça pourrait même être de l'analyse concurrentielle. Vous mettez toutes les informations de vos concurrents dedans. Et vous pouvez discuter avec le système. Étant Voilà, donné que voilà. merci pour cette cerise sur le gâteau qui est juste géniale, parce que si on ne le sait pas, bah, on ne le devine pas. Donc, à vous emparer de cet outil, évidemment, on va vous faire une synthèse et vous aurez tous les liens, les documents, mais surtout, il faut le tester maintenant avec vos propres documents, pour vous rendre compte de la puissance et de voir le champ des possibles, puisque notre objectif, c'est vraiment euh, de vous ouvrir le champ des possibles pour automatiser et vous concentrer en tout cas sur ce qui est plus stratégique. Voilà. Et je répète rapidement, parce que l'histoire de la confidentialité revient régulièrement. Mm. Je vous commencez par les données publiques. Juste pour information, allez voir sur Papers, tapez tout ce qui votre entreprise et prenez tout ça, mettez-le dans Notebook LM. C'est public. Il n'y a pas de confidentialité sur les informations publiques. OK? Ça là, Loïc, un immense merci, parce que vous avez Mais donné du temps et beaucoup, beaucoup de tuyaux, beaucoup de pistes. Avec plaisir. avec plaisir. Vraiment. Ça- Eh ben, dernier slide, si vous voulez bien, c'est le questionnaire de satisfaction. Dites-nous ce que vous pensez de cette rencontre. Là, vous avez le QR code et Mylène va partager le lien. Cliquez sur le lien avant de partir, scannez le QR code avant de partir. Deux choses, dites-nous s'il vous plaît si vous avez besoin de formation comme ça, on investit du temps avec l'équipe du MEDEF pour vous concevoir quelque chose cousu main, que ça soit formation ou audit, et dites-nous vos feedbacks. Et je répète, nota bene, pour la confidentialité, ça a été traité. Commencez par les données publiques, ne commencez pas par les données très confidentielles. Expérimenter et après adapter selon vous. Et vous pouvez rendre anonyme, c'est-à-dire que même sur des données confidentielles, vous changez les noms des entreprises et vous analysez en disant c'est l'entreprise ABC. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos noms et prénoms et le nom de votre entreprise. Et j'insiste vraiment sur le formulaire formation parce qu'on nous a beaucoup posé la question des financements. Donc là-dessus, on peut répondre, bien entendu. Et voilà, même si ce sont des demandes individualisées, obligatoirement, on vous orientera sur la meilleure source de financement pour pouvoir bénéficier de l'expertise de Salah ou de tout autre, en tout cas, sujet d'accompagnement autour de l'IA. Voilà.